Bonjour à tous, il est 11 heures. Bienvenue dans ce webinaire de KernTech. Je vais vous demander de rester en muet et sans votre vidéo, s'il vous plaît. Ça sera plus facile à gérer. On va attendre quelques minutes que tout le monde se joigne. Mais Gilles, tu vas les accepter tous d'un coup? Oui, c'est ce que j'ai fait, donc j'ai accepté pour l'instant tout le monde. Je ne sais pas si ça va accepter. Ah si, c'est ça. Il faut que j'admette un par un. Ouais. Bonjour à tous, à ceux qui nous rejoignent. J'attends quelques minutes pour admettre tous les participants. On attend encore une minute ou deux. On va pas tarder à commencer, Vincent. J'ai encore quelques personnes qui rentrent dans le webinar. Ouais. Donc, bienvenue à ce webinaire donc, qui va durer de 45 à 60 minutes en fonction des questions que nous aurons. Donc, pour les questions, donc, nous vous demanderons d'utiliser le système de chat. On vous demande également de rester en muet et sans la vidéo pour des questions pratiques, hein. Donc, pour information, ce webinaire est enregistré et l'enregistrement sera disponible sur notre site très prochainement. Et pour rester informé sur notre actualité, vous pouvez vous inscrire à notre newsletter sur notre site web. Voilà, donc il est 11h04. Je pense qu'on va commencer. J'accepterai les dernières personnes au fil de l'eau. Je ne sais pas si les personnes voient du coup Oui, c'est bon, moi. correctement. Et Vincent, tu vois aussi la fenêtre des participants Oui, oui, Ah, donc ça, je vais être obligé de la laisser ouverte pour accepter les personnes qui arrivent. oui, oui, pas de souci. Oui, donc bonjour à tous, bienvenue de nouveau pour ce webinaire de 45 à 60 minutes en fonction des questions. Donc, comme je précisais, merci d'utiliser le chat pour poser vos questions.
Ce webinaire est enregistré et donc on vous fera parvenir l'enregistrement très, très prochainement. Inscrivez-vous sur notre newsletter pour recevoir les actualités de Quintech. Alors, je vais commencer par des présentations. Donc, je m'appelle Gilles Montier, je suis cofondateur de Quintech et je m'occupe plus particulièrement du développement commercial. Auparavant, j'ai occupé diverses positions comme directeur des ventes ou d'avant-vente chez Bertin IT, Sistran et Temis, dont viennent la majorité des gens qui ont créé Quintech, dont j'ai, comme mes collègues, à peu près une vingtaine d'années d'expérience en traitement automatique des langues. Et donc, je vais passer la parole à Vincent pour qu'il se présente. Alors, Vincent Dibard, donc, comme disait Gilles, je suis cofondateur de Quintech et je m'occupe plus particulièrement du développement du produit. Donc, j'aurai le plaisir de vous faire une démonstration de notre plateforme pendant le webinaire. Voilà, alors donc, présentation un petit peu plus de Quintech, donc l'entreprise déjà et l'équipe. Donc l'entreprise Quintech a été créée en janvier 2019, donc presque un an et demi. Donc le siège est basé à Grenoble, où la majorité de l'équipe réside, au pied des Alpes. Et puis nous avons d'autres personnes, dont moi-même, basées à Paris et à Heidelberg en Allemagne. Donc l'équipe est composée de 8 personnes à temps plein, avec à la fois des fonctions en recherche et développement, en vente, en marketing, en conseil, en finance, une équipe déjà pluridisciplinaire, expérimentée, avec, donc comme je le mentionnais, au moins 15 ans d'expérience en traitement automatique du langage et plus, et développement de logiciels, machine learning. Auparavant, nous venions d'une société, je l'ai mentionné, qui s'appelait Temis. Nous commercialisions des solutions de text mining de 2001 à 2015 dans des secteurs comme l'édition et les médias, la défense et la sécurité et les sciences du vivant. Alors, quel est le problème que nous adressons aujourd'hui? Le problème que nous adressons, c'est celui des documents non structurés. Comme vous le savez, la plupart des informations critiques pour nos affaires sont enfouies dans des documents souvent assez volumineux et complexes, comme des rapports, des contrats, des news, des articles scientifiques et j'en passe. Donc ces documents sont non structurés. Il n'y a pas de moyen simple et rapide de trouver ces informations. Or, l'extraction et l'analyse de ces informations doit être efficace et rapide. C'est critique pour le business. Donc, on va prendre un exemple pour ce webinaire de l'analyse des appels d'offres qui en l'occurrence là, à partir du portail officiel des appels d'offres de l'Union européenne, dont vous avez le site ici. Donc là, la recherche de ces appels d'offres est possible évidemment sur ces sites selon des métadonnées, mais qui sont limitées, et une recherche plein texte. Les catégories ne permettent pas pour autant de trouver facilement les offres pertinentes, les offres qui correspondent à vos besoins. Et malgré tout, on n'a pas d'autre choix que d'accepter les métadonnées qui sont disponibles et qui sont proposées comme ici. Alors, on voit par exemple un échantillon de documents d'appel d'offres, hein, qui paraît relativement structuré. Et l'approche classique, eh bien, c'est de lire ou bien d'utiliser un moteur de recherche qui prend du temps ou qui n'est pas assez précis dans son approche. Alors, par exemple, une approche optimiste consiste à, en l'occurrence, trouver les montants du marché qui figurent ici. Donc, ces documents semblent structurés,
et un moyen possible d'utiliser, de rechercher ces informations sur des montants, c'est d'utiliser des expressions régulières. Sauf que vous voyez en effet sur ces exemples, les variances de forme et d'expression, notamment de ces montants. Ils sont exprimés en livres sterling, ils sont exprimés en euros, ils sont évidemment de différentes tailles en fonction du nombre de chiffres. Il y a parfois les décimales sont exprimées par des points, parfois ça va être par des virgules, et puis on a aussi des variantes avec des ranges, des variations de montants qui seront absolument difficiles à extraire avec des expressions régulières. Donc c'est une approche possible, mais relativement difficile. Ces expressions régulières, c'est une approche très très bonne pour des expressions relativement simples, mais à partir du moment où ça va devenir difficile et complexe, là, ça va commencer à se complexifier. Les expressions régulières, en plus, sont relativement lentes en termes de fonctionnement sur de nombreux documents, et elles sont fragiles aussi dès qu'on commence à y toucher. Ça peut avoir des effets de bord, c'est difficilement contrôlable. Donc l'apprentissage de ces expressions pour des non-experts est difficile. Et puis, tous les cas et les variantes de ces expressions ne peuvent pas nécessairement être envisagées. Donc, le nouveau paradigme que l'on propose avec KernTech, c'est l'apprentissage automatique. Plutôt que d'écrire des règles et du code, on va donner à la machine des exemples de l'information recherchée que l'on veut rechercher. Et on laisse la machine apprendre les contextes et les variantes qui sont trouvés dans les textes. Les seuls prérequis sont les besoins d'une expertise métier, donc connaître ses documents, connaître son besoin, et absolument pas d'expertise en règles d'écriture, en programmation ou en coding, quel qu'il soit. Ce nouveau paradigme permet de gérer, en l'occurrence, des variantes. Donc, je vais laisser la main maintenant à Vincent pour faire une démonstration de cette plateforme. Alors, il faut que tu me donnes le… Oui. Tu arrives à me redonner la main? Oui, voilà. Vincent, okay. normalement, donc, je vais partager. Alors, est-ce que vous voyez mon écran? Oui, Gilles, est-ce que tu peux me confirmer? Tout à fait. Ok. Alors, attendez, je fais un peu de… Ok, donc comme Gilles l'a introduit, en fait, l'exemple qu'on va vous donner pour vous montrer notre plateforme qu'on est en train de développer, donc qui s'appelle Sherpa, va être basé sur l'analyse d'appels d'offres. Donc, le but, en fait, c'est de vous montrer un exemple assez simple pour vous expliquer comment marche la plateforme, les tenants, les aboutissants. Évidemment, on peut imaginer des exemples, on pourra imaginer des exemples plus compliqués, mais le but, c'était de rester sur quelque chose d'assez simple. Donc, ce que je vais vous montrer, en fait, c'est comment on peut donner à la machine, créer des exemples et des contre-exemples sur trois thématiques. La première, c'est la date limite des réponses à donner aux appels d'offres. La deuxième thématique, ça va être le montant des appels d'offres. Et le troisième, c'est l'objet de l'appel d'offres. Voilà, donc on va se focaliser uniquement sur ces trois thématiques, sur ces trois étiquettes qu'on va appeler. Et je vais essayer de vous montrer en fait dans Sherpa comment on peut créer en fait facilement et rapidement un dataset, donc ça veut dire un jeu de données d'apprentissage, donc des exemples et des contre-exemples sur lesquels la machine va apprendre.
Ensuite, je vais vous montrer comment on peut expérimenter différents algorithmes, puisque à partir du moment où on a des exemples et des contre-exemples, l'idée c'est de tester des algorithmes de machine learning ou de deep learning, de réseau de neurones, pour voir celui qui est le meilleur, qui se comporte de la meilleure manière sur ces données. Donc, troisième bulle jaune, l'objectif, ça va être de comparer la qualité de ces différents algorithmes, et cela sans écrire une ligne de code, très simplement, très accessible, dans le but ensuite de finalement sélectionner le meilleur algorithme et du coup de déployer le modèle qu'on aura construit à partir de ces données et de cet algorithme. Alors, ce que je ne vais pas vous montrer, en fait, c'est la dernière bulle que j'ai mis en pointillé, c'est comment on peut récupérer, une fois que le modèle est mis en production dans le workflow documentaire du client, comment on peut récupérer des retours utilisateurs pour corriger et améliorer le système à travers des boucles de rétroaction, et donc d'itérer en fait et de faire en sorte que le système s'améliore au fil de l'eau. Voilà, donc je vais vous présenter maintenant la plateforme avec une petite démo. Alors cette plateforme, c'est une plateforme SaaS qui est accessible à travers simplement un login et un password. Une fois que vous arrivez sur la home page, en fait, vous avez un certain nombre de projets. Et ces projets, en fait, ils sont transverses, c'est-à-dire que la plateforme n'est pas spécifique à tel ou tel domaine d'activité. On peut à la fois analyser des brevets, que des flux de SMS, que de faire de l'analyse de contrats, des comptes rendus médicaux, des articles de presse, etc. Donc, c'est vraiment complètement transverse. Alors, en haut à gauche, en fait, vous avez deux vignettes. En fait, c'est les deux projets que j'ai créés et qui vont me servir de démo, donc sur les appels d'offres. Alors, avant tout, comment ça se passe en fait quand on veut créer un nouveau projet? C'est très simple. Vous cliquez sur ce bouton plus, vous définissez le nom d'un projet. Et puis ensuite, vous allez chercher en fait des documents que vous allez uploader dans la plateforme. Alors, par défaut, c'est un format JSON qui est supporté par la plateforme. Alors, je ne vais pas aller charger les documents parce que c'est un gros volume. Et donc, le but, en fait, c'est de faire la démo rapidement. Donc, je vais bypasser, mais ça se présente comme ça. Autre chose que j'oubliais, quand on crée un projet, la nature du projet, en fait, ce qui est important, c'est qu'aujourd'hui, en fait, on supporte deux types de tâches NLP. C'est la reconnaissance d'entités nommées. Et la deuxième tâche, c'est tout ce qui est catégorisation. Et on compte à court terme rajouter des nouvelles tâches, notamment la combinaison de ces deux tâches-là, mais aussi de faire de la structuration documentaire, de l'extraction de relations, etc. Donc, ça va venir en fait enrichir cette liste de types de projets. Voilà. Ensuite, vous avez toutes les fonctionnalités pour supprimer des projets, pour les sauvegarder, etc. Donc, celui-là, je vais le supprimer parce qu'en fait, il était vide. Et on va aller sur ce projet que j'ai appelé Sandbox, dans lequel, en fait, j'ai chargé ces 879 appels d'offres. Et ces documents, en fait, ont été découpés, comme on va le voir plus tard, en segments. Donc, ça peut être des phrases comme des petits paragraphes pour faciliter, en fait, le travail d'annotation et de création d'exemples et de contre-exemples pour gagner du temps. Voilà. Alors, j'ouvre ce projet et on va tout de suite aller sur l'onglet Documents. Et donc, voilà, donc, dans ces 879, voilà le premier document. Donc, c'est un appel d'offres. Hein. Et dans cet appel d'offres, qu'est-ce qu'on voit? Effectivement, on décrit ici l'objet de l'appel d'offres. On a ici le montant et on a tout en bas des dates. Et l'une d'elles est importante puisque c'est justement la date qui va nous intéresser, c'est la date de remise d'appel d'offres. Donc, à partir du moment où moi, mon objectif en tant qu'expert, ça va être de construire un système en fait, qui va extraire automatiquement à partir de cet appel d'offres ces trois types d'informations. Donc, la date de remise d'appel d'offres, l'objet et puis la valeur de l'appel d'offres. Comment je fais? Alors, je vais simplement dans l'onglet étiquette que vous voyez ici en haut à gauche et je vais définir en fait
ces trois étiquettes. Voilà. Donc c'est extrêmement simple, je vais définir une couleur. Donc c'est un peu comme si je définissais des stabilos. Et puis le dernier, c'est l'object, c'est l'objet de l'appel d'offres. Voilà. Donc une fois que j'ai défini mes trois thématiques, mes trois étiquettes, ben, je peux revenir en fait dans ma vue document. Et là, en haut à droite, vous avez le petit stylet qui va me permettre en fait d'activer mes stabilos. Et à partir de ça, eh ben, je vais pouvoir commencer à annoter mon document. Donc là, sur ce premier appel d'offres, ben, comment je vais m'y prendre? Je vais sélectionner le stabilo objet. Et puis, je vais voir en fait simplement que l'objet, en fait, il est exactement ici. Voilà. Donc, je stabilote, donc je peux retirer à tout moment, je peux refaire. Je ne suis pas obligé d'aller au caractère près et donc automatiquement, en fait, on va prendre l'ensemble du texte. Alors ensuite, j'ai la valeur un peu plus bas qui est ici, donc intéressant. Donc je la prends avec l'unité monétaire. Et puis ensuite, les dates, je vais en bas. Il y a plusieurs dates. Il y a la date de dispatch, il y a la date, mais c'est celle-là qui m'intéresse. Voilà, donc je viens la noter. D'accord. Donc là, je viens de créer trois annotations. Et puis, là, c'est un peu rébarbatif, mais je vais devoir aller au prochain document et faire ce travail-là. Donc, une des premières manières de gagner du temps par rapport à ce travail-là, c'est d'aller dans la vue Explorer, qui est en fait une vue où on va vous présenter en fait des portions des documents et qui auront été indexés par un moteur de recherche. Et du coup, je vais pouvoir utiliser ce moteur de recherche pour très rapidement aller filtrer tout ce contenu sur potentiellement des segments qui m'intéressent où je vais avoir des informations potentiellement intéressantes à annoter. Donc là, typiquement, je vais taper un mot-clé comme le Total Estimated Value en me disant que potentiellement, dans les segments que va me proposer la machine, je vais tomber en fait sur des montants d'appel d'offres. Alors effectivement, c'est le cas. Et donc ici, vraiment pour l'exercice, je vais en annoter quelques-uns. Voilà, donc on va en faire quelques-uns comme ça. Et ce qui se passe, c'est que au fur et à mesure que j'annote, en fait, la machine, la plateforme voit que je suis en train d'annoter des exemples. Et elle va commencer en fait à apprendre. Alors là, c'est vraiment pour l'exemple. Vous voyez que là, j'ai un job en fait qui est parti en haut. Et ça veut dire qu'en fait, il y a un modèle qui s'est déclenché et qui commence à apprendre les annotations que je suis en train de faire. Voilà, donc vous voyez que voilà, l'expression en fait, c'est assez différent de la manière dont on peut exprimer des. Voilà. Et donc bientôt, je vais avoir un petit pop-up, voilà, un petit pop-up bleu qui me dit ça y est, la plateforme en fait a appris mes exemples et a des suggestions à me faire. Donc ça, c'est un moyen encore d'accélérer la création de mon jeu de données. Et là, j'arrive dans une interface différente qui est la vue suggestion. Et là, en fait, le système va me faire des suggestions entre pointillés que je vais devoir valider ou invalider en fonction de la pertinence de ce qu'il me propose. Donc là, typiquement, c'est bien la valeur de l'appel d'offres qu'il me propose. Donc en fait, je vais pouvoir valider cette proposition et du coup valider ce segment et le rajouter à mon jeu de données d'apprentissage en faisant bien attention que dedans, dans ce segment, je n'ai pas la date de réponse, parce que là, c'est la date du contrat, et je n'ai pas non plus l'objet de l'appel d'offres. Et comme ça, en fait, je vais pouvoir passer rapidement et valider progressivement toutes ces propositions. Donc ici, j'en ai pas forcément d'incorrect dans cette première liste, mais si j'avais une proposition incorrecte, en fait, je pourrais l'invalider, puis après la refaire, ou alors en rajouter une ici si c'était l'objet. Voilà. Donc en fait, j'ai complètement la main sur ce segment et je peux le corriger, l'enrichir, le modifier pour finalement ensuite le valider. Donc c'est comme ça, en fait, c'est par ce biais-là qu'on peut accélérer encore un peu plus la création de ce jeu de données d'apprentissage.
Donc, une fois que j'ai travaillé, eh ben, je peux aller consulter le tableau de bord ici et puis constater que j'ai déjà fait 23 notations. Évidemment, la plupart sur la valeur, mais je vais quand même, par ce fait, aller rapidement, créer rapidement ce jeu de données d'apprentissage. Alors évidemment, on ne va pas passer notre temps à faire ce travail-là. Et ce que je vous propose, en fait, c'est d'aller voir le deuxième projet, qui est celui-là, qui est en fait le résultat d'une petite heure de travail où on aura annoté évidemment sur les trois thématiques et on aura fait un peu plus de 400 annotations. Donc, ce jeu de données, je peux retourner dans la vue Explore et là utiliser les filtres, hein, puisqu'en fait tout mon contenu a été proprement indexé et je peux filtrer sur uniquement les segments qui ont été annotés et voir tout ce qui a été fait. Et je peux effectivement aussi filtrer sur sur chaque étiquette pour aller me concentrer sur sur telle ou telle valeur. Voilà. Donc là, j'ai toute la mécanique du moteur de recherche et des facettes de filtre pour aller éventuellement corriger, rajouter une annotation sur mes segments. L'idée, c'est vraiment que ces segments ils soient parfaitement annotés pour avoir un jeu de données parfait. Et c'est vraiment le nerf de la guerre parce que tant que le jeu de données n'est pas parfaitement exécuté, n'est pas l'algorithme qu'on va faire passer dessus, eh ben, il ne pourra jamais exploiter, il ne pourra jamais être bon si le jeu de données, le modèle qu'on va créer ne pourra jamais être bon si le jeu de données n'est pas parfait derrière. Voilà, donc c'est vraiment important. Donc maintenant, imaginez que on a ce jeu de données de 420 annotations et maintenant je veux expérimenter en fait différents algorithmes pour voir quels sont ceux qui se comportent le mieux sur ces données et quelle qualité finalement ils peuvent m'apporter sur mon dataset, sur mon jeu de données. Donc là, en fait, je bascule dans la vue expérience. Et là, l'idée, alors j'ai un peu triché, j'ai gardé en fait un modèle, une expérience, parce qu'elle prend un peu de temps pour faire l'apprentissage sur mes données, mais on va en créer des nouvelles. Donc, comment ça se passe? Là, je n'ai pas besoin d'être data scientist, en tout cas en premier niveau, c'est que je vais pouvoir créer des expériences. Et des expériences, c'est quoi? C'est d'aller sélectionner en fait un framework de machine learning ou de réseau de neurones, de deep learning. Et puis, c'est d'aller prendre par exemple ce framework CRF qui est connu, qui est vraiment très classique, purement machine learning, et puis de dire, voilà, je prends CRF par défaut et je me crée une première expérience. Donc, je n'ai pas besoin d'être data scientist là, mais si je suis un peu plus data scientist, je vais pouvoir quand même aller regarder les paramètres de ce framework et je vais pouvoir aller voir qu'effectivement, il me propose différents algorithmes. Et donc, moi, j'ai envie de tester un autre algorithme parce que je sais que celui-là, potentiellement, il peut bien se comporter. Donc, je me crée une deuxième expérience. Et puis, je suis curieux et je vais vouloir tester un autre framework que vous connaissez peut-être, c'est Spaces, c'est un framework open source qui est bien connu. Et là, de la même manière, je vais pouvoir accéder en fait à tous les paramètres de Spaces. Alors là, il faut être effectivement un peu plus data scientist. Et puis là, volontairement, je vais limiter le nombre d'itérations. Je vais changer ces paramètres par défaut pour que l'entraînement soit plus rapide. Voilà. Donc, je peux créer comme ça autant d'expériences que je veux. Et vous voyez que là, ces expériences, elles n'ont pas encore été lancées. Donc, la qualité, ça n'a jamais été lancé. La qualité est 0%. Mais l'objectif, maintenant, c'est de les lancer. Et donc, qu'est-ce que je vais faire? En fait, je vais cliquer sur ce petit bouton, là, les trois à la fois. Et vous voyez qu'en haut, en fait, ça va créer trois jobs. Et donc, c'est la machine, en fait, maintenant, qui va s'occuper de faire le training. Donc, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va prendre mon jeu de données d'apprentissage, elle va le couper en deux, avec une partie pour l'entraînement et une autre partie pour faire des tests qualité. Et elle va créer un modèle et elle va calculer automatiquement la qualité sur ce dataset. Voilà. Donc, vous n'avez pas à vous occuper en fait de l'infrastructure matérielle derrière pour faire tourner ces modèles. Aujourd'hui, la plateforme, elle n'utilise que du CPU, mais on a aussi la possibilité d'utiliser du GPU et notamment pour faire des entraînements à base de réseaux de neurones qui sont beaucoup plus consommateurs en ressources infrastructure hardware. Voilà.
Donc, pendant que Spacie se termine, eh ben, on voit ici que le système, ces expériences, elles ont tourné en tout cas avec les CRF. Chaque expérience me donne en fait le score qualité et je vais pouvoir en fait cliquer dessus et puis voir en fait pour chaque étiquette, donc la date de réponse, l'objet de l'appel d'offres et la valeur, la qualité que ce modèle obtient sur mon jeu de données. Et évidemment, je vais pouvoir le comparer aussi à entre tous les modèles, voilà, et de me dire quel est celui qui se comporte le mieux. Et il se trouve que c'est le modèle que j'avais fait auparavant, qui est ça c'est un Delft, c'est un framework à base de réseaux de neurones, basé sur des réseaux neuronaux assez classiques à base de LSTM. Donc, on est en train de travailler pour intégrer d'autres frameworks, mais l'idée, c'est de pouvoir, comme ça, lancer des tests et voir les problèmes qualité qu'on peut avoir. Et en fonction des problèmes qualité qu'on peut avoir, à tout moment, on peut retourner dans le dataset pour aller améliorer telle ou telle partie du dataset si on a des problèmes qualité. Donc là, il y a tout un processus d'itération à faire pour améliorer le jeu de données et du coup revenir dans l'onglet expérience, de relancer l'expérience, de comparer les expérimentations et pour voir finalement qu'on améliore le système. Alors, imaginez qu'on soit au bout de ces itérations et qu'on souhaite maintenant mettre un modèle en production parce qu'il nous donne entière satisfaction. Et là, je vais cliquer en fait sur ce petit bouton là de tester et je vais arriver en fait à une page web très simple et je vais aller sélectionner un appel d'offres que j'ai ici pour tester en fait mon web service qui permet maintenant d'annoter un nouveau contenu qui n'a jamais été vu par ce modèle, par la machine. Et de manière très simple comme ça, je vais pouvoir sélectionner mon meilleur modèle qui est le meilleur Delft et puis cliquer pour annoter. Voilà. Alors en attendant, là ce que je vous montre en fait, c'est autrement dit, c'est la production, c'est-à-dire que il faut imaginer que ce modèle nous donne satisfaction et qu'il est directement en fait disponible à travers la plateforme Sherpa, à travers une API avec des web services REST que vous voyez ici. Donc en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que derrière notre plateforme, en fait, on a tout un système d'API REST qui est directement exploitable à partir du moment où vous voulez intégrer certaines fonctionnalités ou peut-être uniquement la fonctionnalité d'annotation de notre plateforme dans votre propre workflow. Voilà. Donc, tout est très ouvert et très simplement intégrable. Voilà. Donc, si je reviens en fait maintenant sur ce document, il a été annoté et effectivement, le modèle a été capable de trouver l'objet, a été capable de trouver la valeur, même elle est deux fois. Et puis là, il a été capable de trouver la date, mais il a bien fait la distinction avec les autres dates, comme la date de dispatch, etc. Donc, il est vraiment allé chercher la bonne information. Et simplement pour comparer, si on avait pris un modèle à base de CRF, et là, le résultat aurait été un peu moins bon. Autrement dit, là, on aurait eu deux fois. Alors, c'est la même date, il se trouve que dans cet exemple simple, mais en tout cas, celle-ci, ce n'était pas la date qu'on recherchait. Et puis, de la même manière, si on prend Spacie, on voit bien la différence sur cet exemple élémentaire, où là, en fait, il manquait l'objet. Voilà. Donc, l'idée, en fait, c'est de dire, c'est intéressant, c'est important de pouvoir tester facilement différents frameworks et voir celui qui se comporte de la même manière sur notre jeu de données qu'on a construit sur mesure à partir des documents, de nos documents. Voilà. Donc, pour finir en fait sur cette démonstration, donc là, c'est ce que j'ai essayé de vous montrer, hein, c'est tout ce cycle d'itération, de venir créer, enrichir ce dataset, d'expérimenter différents algorithmes de machine learning ou deep learning, de comparer la qualité, finalement de déployer le modèle. Et ce que je ne vous ai pas montré, effectivement, c'est les retours utilisateurs pour à nouveau enrichir le dataset. Alors, ce qui est aussi intéressant, c'est que là, je vous ai montré un traitement interactif très simple sur un document, mais l'idée, c'est de pouvoir
proposer en fait du traitement batch, autrement dit, de pouvoir analyser tout un paquet d'appels d'offres ou de documents, de contrats, et puis de générer en fait automatiquement, grâce à l'API, alors basiquement, premier niveau, un fichier Excel où on vient en fait exposer, consolider toute l'information qu'on a pu extraire à partir de la plateforme. Donc ça, c'est quelque chose qui peut être mis au point très simplement grâce à notre API. Voilà, donc j'en ai terminé. Donc je vais rendre la main à mon collègue Gilles. Ok, parfait, merci Vincent. Voilà, Gilles, tu me dis, mais normalement tu Oui. devras avoir à nouveau la main. Voilà, vous devez voir mon écran de nouveau. Donc, quels sont les bénéfices de Kerntek Studio? Eh bien, c'est que la machine fait le travail pour vous. Vous n'avez pas besoin de coder, ni de règles, ni de quoi que ce soit, mais simplement vous donnez des exemples à la machine et elle apprend pour vous tous les contextes de ces occurrences. Donc, vous gagnez en temps, vous gagnez en précision, vous gagnez en exhaustivité, et vous n'avez besoin que de l'expertise du domaine et des documents pour ce faire. Donc Sherpa Studio, c'est un accélérateur de création de jeux de données d'apprentissage qui est extrêmement intuitif et rapide, et c'est ce qu'on appelle en termes techniques en anglais l'active learning. Donc c'est la machine qui apprend au fur et à mesure de ce que fait de votre expertise des documents. Alors, cette méthode, bien sûr, elle est applicable à de nombreux cas d'usage. On a montré ici de l'analyse d'appels d'offres, mais on va avoir exactement la même problématique sur de l'analyse de contrats pour extraire des montants, des dates, des conditions d'application de certaines clauses, de conformité. On peut travailler sur des factures, par exemple, pour savoir qui il faut payer, combien, quel montant, quand, à quelle échéance, et ne pas rater un certain nombre de choses dans ce traitement des factures qui est extrêmement fastidieux. Ça peut être aussi sur, par exemple, des essais cliniques, sur une approche scientifique, donc qui testent quelles substances, pour quelles applications, quand. Donc là, on parle de cas d'usage que l'on rencontre, hein, donc que l'on est en train de mettre en œuvre pour un certain nombre de clients. Ça peut être aussi encore des comptes rendus issus de la transformation de la voix en texte, tout ce qui est vocal, notamment par exemple des comptes rendus de visites de patients dans un hôpital qui sont faits à partir de petits appareils de dictée vocale. Ça peut être du traitement de questions-réponses, FAQ, des retours consommateurs, etc. Tout ce qui est donc données textuelles non structurées. Donc on est à votre écoute sur quels seraient vos cas d'usage. On est bien sûr ouvert à toute discussion à partir de vos propres besoins. Alors ensuite, vous avez la possibilité de commencer à utiliser Sherpa, tester Sherpa très simplement. Donc il suffit d'identifier votre cas d'usage, d'identifier l'expert du domaine et puis un set de documents. Vous nous envoyez un email à info@kerntech.com et puis avec ce code, vous pouvez démarrer un test gratuit pour utiliser Kerntech Studio. Donc à noter par exemple une cinquantaine de documents si vous avez, c'est déjà relativement conséquent, mais ça va très vite avec ce travail qu'a montré Vincent, qui consiste à bootstrapper en quelque sorte le système en donnant quelques exemples. Très rapidement, le pop-up bleu apparaît et puis la machine vous suggère des annotations qui ressemblent à ce que vous avez donné en exemple. Et au début, bon, ça ne va pas forcément être très bon, mais très rapidement, en corrigeant quelques suggestions, la machine va s'améliorer et vous allez très rapidement arriver à annoter 100, 200, 500, 1000 annotations
en quelques heures et donc créer comme ça un set d'apprentissage extrêmement rapidement. Donc une fois que vous avez fait ce jeu de données d'apprentissage, vous lancez des expérimentations et vous itérez les expériences avec différents frameworks, les frameworks du marché, les frameworks open source qu'a montré Vincent, pour pouvoir voir quels sont ceux qui vont donner les meilleurs résultats. Donc bien sûr, dans cette approche, on est là pour vous aider, on vous explique comment fonctionne la plateforme, mais qui est quand même extrêmement simple à utiliser, c'est très, très convivial, c'est même assez plaisant à faire, ça va très vite. Mais par ailleurs, on fournit des services, bien sûr, de formation, de conseils, de développement avec nos clients avec lesquels on est engagé. Donc voilà, nous avons fini ce webinaire. J'espère que c'était pour vous instructif, intéressant. On va rentrer dans une partie maintenant qui consiste à recueillir vos questions. Donc vous pouvez envoyer en utilisant le système du chat. Alors, il y a déjà une question d'Eric qui demande s'il y a des algos multilingues ou spécifiques au français. Alors, oui. Aujourd'hui, là, ce que je vous ai montré, c'est des algos open source assez classiques, donc à base de machine learning et de deep learning. Sur le framework Delft, en fait, on utilise des embeddings, donc c'est des sortes de vecteurs de mots, en fait, bicontextuels, pour améliorer la qualité. Alors, ces embeddings, ils sont multilingues. Un des plus connus, célèbres, en fait, qui est sorti il n'y a pas très longtemps, c'est BERT, B-E-R-T, qui est issu des laboratoires Google. Donc, on bénéficie en fait de ces ressources linguistiques, un peu comme tout le monde. Simplement, on les intègre et on fait en sorte que ça soit très facile à utiliser et à tester et à comparer. Voilà. Donc, par rapport à l'aspect multilingue, il y a ces ressources-là qui existent avec BERT en multilingue. Sinon, il y a des ressources langue par langue. Et par rapport au français, on a, alors il n'y a pas de BERT, maintenant il y a des ressources qui ont été construites à base de BERT, mais nous on a aussi un autre type de ressources qui s'appelle Elmo, qui a été fait par l'INRIA et qui sont en français. Voilà. Et donc ça, ce qu'on a vu à travers un de nos projets sur l'analyse de contrats en français, effectivement c'est un gros gain de pouvoir en fait doper ces réseaux de neurones avec ces ressources linguistiques spécialisées et dédiées vraiment pour l'analyse du français. Alors ça va même un peu au-delà maintenant. Autrement dit, ce sont des ressources linguistiques qui sont construites à partir de Wikipédia en français, par exemple. Mais ce qu'on voit maintenant apparaître, c'est la possibilité de fabriquer ces ressources linguistiques pour mieux comprendre la langue, mais dans le domaine qui nous intéresse. Donc typiquement, si on fait de l'analyse de contrat, on va pouvoir fabriquer ces modèles de langage un peu génériques en français, mais dans le domaine du contrat. Donc en donnant en fait des contrats à analyser à la machine. Voilà, donc ce qu'il faut savoir, c'est que les aspects multilingues sont plus facilement adressables aujourd'hui que ce qu'il en était en fait avec des expressions régulières, avec l'analyse morphosyntaxique, etc. C'est-à-dire que les approches par apprentissage sont plus tolérants par rapport aux fautes d'orthographe, par exemple, parce qu'en fait, c'est un système qui apprend. Donc, si vous faites un peu tout le temps la même faute d'orthographe, on va apprendre les fautes. Donc, ça, c'est intéressant à ce niveau-là. Est-il possible d'utiliser le modèle entraîné sans le web service de Kerntech? Oui. On est en train de finaliser en fait une autre manière de déployer en production nos modèles qui consistera en fait à ce que vous installiez un container sous forme de Docker et ensuite vous aurez la possibilité d'exporter un modèle dans un zip et de l'installer en fait sur ce container.
de manière à être complètement indépendant de la plateforme SaaS. Donc, c'était une des demandes de nos clients. C'est effectivement la première manière de disposer du web service, c'est de passer par le web service que je vous ai montré. Mais l'autre manière, c'est d'être indépendant de la plateforme Sherpa et de pouvoir exporter un modèle sous format d'un fichier directement interprétable, en tout cas exploitable par un container qu'on vous met à disposition. Et donc, vous pouvez faire tourner ça dans votre propre système d'information. Utilisation on-premise, oui, alors c'est possible. Hein. Là, je vous ai montré la plateforme SaaS, mais toute notre plateforme est sous forme de Docker et vous pouvez très bien l'installer chez vous sur votre propre cloud. Hein. Et c'est aussi demandé par nos clients avec des fortes contraintes de sécurité, par exemple. Alors, une autre question, vous utilisez des JSON dans l'exemple, ce sont des extractions de PDF au format JSON. Alors oui, ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, le PDF n'est encore nativement pas supporté par la plateforme. Donc, on fait en fait une conversion en amont pour transformer un PDF en texte. Alors, ça peut très bien être du PDF image sur lequel en fait on passe une phase d'OCR. Et on récupère le texte et à partir du moment où on a du texte, on peut le rentrer dans la plateforme. L'idée, évidemment, c'est de pouvoir intégrer ces fonctionnalités en amont, mais dans la plateforme, de manière à ce que vous puissiez le faire directement à partir de l'interface. Donc, ce sera bientôt disponible. Une autre question, quelles sont les possibilités d'annotation par plusieurs annotateurs? Alors absolument. Donc aujourd'hui, en fait, on supporte deux tâches, extraction d'entités et catégorisation. Et la prochaine étape, en fait, c'est de faire de la cascade de modèles à travers des workflows conditionnels. Donc autrement dit, c'est par exemple de pouvoir classer, catégoriser un segment ou une phrase ou un document et ensuite, en fonction de la catégorie qu'on aura trouvée, d'appliquer un autre modèle, par exemple d'extraction d'entités nommées. Voilà, donc ça c'est quelque chose qu'on va faire dans les prochains mois et qui vont en fait nous ouvrir pas mal de possibilités avec des traitements plus fins et par exemple de faire la détection d'intention. Et une fois qu'on a détecté l'intention, c'est d'aller trouver les entités nommées intéressantes dans cette intention. Donc là, on se rapproche de tout ce qui est agent conversationnel, mais aussi d'une certaine mesure d'extraction de relations, puisque ça peut être vu comme une première étape pour nous pour extraire des relations. C'est-à-dire que je commence à classer une phrase dans une catégorie, puis après, dans cette catégorie, j'essaye de trouver les entités qui sont pertinentes. Voilà. Alors après, on n'exclut pas d'appliquer un moteur de règles en sortie, justement pour éviter des conflits ou pour faire des règles de normalisation, comme c'est mentionné dans une question là, de Patrice. Voilà. Donc aujourd'hui, je dirais qu'on a construit les fondamentaux, vraiment les fondations, on va dire, de la plateforme. Là, on est en train d'étendre les tâches NLP qu'on souhaite adresser. Et puis vient naturellement maintenant, et en parallèle, on va dire, justement ces aspects combinatoires, combinaison de différents modèles dans un workflow d'annotation pour ajouter un maximum de valeur à nos traitements. Voilà, j'essaye de voir si… A priori, il n'y a pas d'autres questions, mais ah si. Donc, si. Alors, annotation collaborative. Le studio gère-t-il plusieurs annotateurs, les annotations croisées, la discussion… Alors, c'est une interface multi-utilisateur. Donc, vous pouvez très bien travailler à plusieurs sur le même projet. La plateforme marchera. En revanche, on n'a pas encore implémenté tout ce qui est interagreement de manière à éviter les conflits, le manque les problèmes de cohérence sur la notation entre différents utilisateurs. Donc ça, c'est quelque chose aussi qui est dans notre roadmap et qu'on va bientôt lancer, puisque c'est absolument indispensable de pouvoir gérer des campagnes d'annotation et de faire en sorte de bien définir des guidelines d'annotation qui sont très importantes, évidemment, et après s'assurer que les gens qui annotent, les annotateurs,
fasse bien le travail de manière cohérente, consistante. Et si jamais il y a des inconsistances qui apparaissent, ben, c'est de lever des alertes, des drapeaux au chef de projet, hein, qui est là pour garantir en fait la qualité du jeu de données. Donc, réponse à 50-50, c'est-à-dire que oui, on est bien sûr multi-utilisateur avec des rôles différents, donc on donne accès à telle ou telle fonctionnalité en fonction des rôles que les utilisateurs ont. En revanche, on n'est pas encore allé jusqu'au bout de cette logique de collaboration, d'annotation collaborative. Et des biais, bien sûr, c'est un des enjeux, un des challenges très importants, parce que qui dit méthode par apprentissage dit potentiellement l'apparition de biais. Donc effectivement, l'objectif de la plateforme, c'est aussi d'outiller les gens pour éviter les biais. Et quand je vous montrais le dashboard, le tableau de bord, bah, c'est d'exploiter au maximum en fait les métadonnées qu'on peut avoir à partir des documents pour avoir une distribution, la meilleure distribution possible, de garantir la bonne répartition des annotations pour éviter les biais. Donc de toute façon, le travail de l'humain est très important. Le but, c'est de lui simplifier la vie, c'est de l'outiller pour qu'il ait les moyens rapidement de détecter des biais ou de détecter des incohérences ou des trous dans la raquette, dans le dataset. Mais aucunement, il faut voir la plateforme comme quelque chose de magique qui va miraculeusement éviter tous les travers potentiels, hein, de ces approches par apprentissage. Voilà, j'espère que j'ai à peu près répondu sur les biais. Au niveau de la sécurité, l'accessibilité aux appels d'offres est-elle gérée? Alors, en termes de sécurité, alors je ne sais pas bien comment comprendre la question exactement. En termes de sécurité, il y a deux grandes possibilités en fait, hein. Il y a soit un client nous demande, n'a pas de problème de sécurité particulière parce que ce sont des documents, des données publiques. Dans ce cas-là, il n'y a aucun problème pour utiliser la plateforme en SaaS. Soit alors il y a un problème de confidentialité sur les données. Et dans ce cas-là, il n'y a aucun débat pour nous. On installe ou le client installe la plateforme Sherpa sur son infrastructure. Et c'est ce qui nous arrive à peu près une fois sur deux, voilà, pour être transparent. Nouvelle question, la gestion des feedbacks non présentés dans la démo est-elle intégrée dans le studio? Alors, elle le sera rapidement. Et pourquoi? Vous allez vite comprendre, c'est que je vous ai montré en fait l'interface de suggestion qui permet de valider ou invalider des candidats à la notation pour enrichir le dataset. Les suggestions aujourd'hui, elles viennent d'un modèle qu'on entraîne dans notre plateforme et qui est notre modèle de suggestion à base d'active learning et qui est mis à jour en continu. Donc ça, c'est un premier canal pour alimenter cette interface de suggestion. Mais demain, on imagine utiliser cette interface-là en accueillant en fait des candidats issus de l'extérieur, d'utilisateurs qui se serviraient de nos fonctionnalités d'annotation dans leur propre environnement de travail et qui pourraient, à travers une interface, nous renvoyer des feedbacks. Et ces feedbacks, en toute logique, ils viendraient dans l'interface de suggestion qui sera à disposition de la personne en charge du dataset et responsable de la qualité du modèle. Et c'est cette personne-là qui viendra rapidement valider ou invalider ces nouvelles suggestions pour enrichir le dataset et du coup mettre à jour le modèle, vérifier la qualité de cette nouvelle version de modèle et si la qualité est satisfaisante, le redéployer en production. Voilà. Donc c'est là qu'on est vraiment dans la boucle itérative d'itération pour améliorer au fil de l'eau ce système-là. Voilà, donc je dirais qu'en termes de boucle de feedback, on a déjà une partie de la solution. Maintenant, cette interface de suggestion, il faut qu'on l'ouvre à des systèmes extérieurs, hein, qu'on puisse. Mais on a tous les web services qui sont déjà faits, donc ce n'est pas forcément une très grosse affaire.
Et peut-on faire valider, relire les feedbacks par les annotateurs? Voilà, bah, c'est exactement ça. Ce sera à travers l'interface de suggestion qui est aujourd'hui accessible des annotateurs. Merci beaucoup. Dès maintenant que Berthe est là, je veux bien faire un test de bout en bout. Absolument. Alors il y a Berthe, mais il n'y a pas simplement Berthe. Donc aujourd'hui, le domaine est vraiment en pleine effervescence. Là, on est sur le point, d'ici 2 semaines, d'intégrer Flair comme réseau de neurones qui utilise une autre architecture, qui embarque ses propres embeddings et qui offre des résultats extrêmement intéressants qui sont vraiment très proches de l'état de l'art. Et l'avantage par rapport au LSTM classique, et notamment avec des embeddings type Elmo, c'est que ça va beaucoup plus vite. Donc ça, c'est intéressant. Alors BERT, c'est évidemment intéressant avec tout ce qui se passe autour sur les langages de modèles adaptés à certains types de corpus. Au jour d'aujourd'hui, il a quand même encore un gros défaut, c'est qu'il ne peut pas analyser des grands documents. Il est limité en nombre de caractères. Donc sur des petits documents, BERT peut bien marcher, mais sur des gros, ça ne marche pas. Mais les choses avancent vite, donc on imagine dans quelques mois avoir la solution BERT-like, on va dire, qui sera capable en fait d'analyser des gros documents. Voilà. Mais effectivement, il y a beaucoup d'initiatives avec beaucoup de variances, de modèles de langage proches de BERT. Et cette nouvelle architecture qui est énormément poussée par une boîte qui s'appelle Hugging Face, avec des transformers, donc qui est une autre architecture de réseau de neurones et qui semble aujourd'hui battre en fait les autres réseaux de neurones qu'on connaissait qui sont à base de LSTM, comme je vous ai montré là. Et donc, notre objectif, c'est évidemment d'intégrer au fil de l'eau ces nouvelles architectures et de vous offrir ça à travers la plateforme pour bénéficier en fait des meilleurs systèmes qui soient sans que vous ayez à vous soucier d'écrire une ligne de code. Voilà, c'est un peu le principe de la plateforme, c'est de démocratiser et d'accélérer, de simplifier l'utilisation de toutes ces technos et de se concentrer sur le jeu de données, parce qu'en fait, à la fin, on revient au jeu de données et tant que le jeu de données n'est pas de grande qualité, vous pourrez mettre n'importe quel super algorithme, vous n'aurez jamais les meilleurs résultats si votre jeu de données n'est pas à la hauteur. Voilà. Je crois qu'on a pratiquement… Allez, je prends une dernière question très rapidement et ce sera fini. Envisagez-vous une fonction d'auto-ML? Alors effectivement, quand je vous ai montré l'interface d'expérimentation, on a envie tout de suite de pouvoir créer très rapidement des expérimentations en faisant varier des paramètres, de programmer tout ça et ensuite d'appuyer sur un bouton puis de revenir le lendemain avec le résultat et le tableau de synthèse de comparaison de qualité. Donc oui, on va le faire un jour. C'est à portée à portée de main maintenant. Mais aujourd'hui, on ne l'a pas encore, mais on l'aura un jour. Et absolument. Donc ça permettra aussi de faire gagner du temps. Alors, ces problématiques d'auto-ML, en même temps, on s'éloigne un peu de notre métier, peut-être. Donc, il faudra voir si là, les gens, à partir du moment où pour faire ces tâches-là, est-ce qu'ils vont vouloir rester dans notre plateforme ou plutôt utiliser d'autres outils qui font ça de manière industrielle? Voilà. Après, il y a des choix, mais je dirais que oui, on n'en est pas loin, mais en même temps, ce n'est pas les priorités du moment. On préfère aujourd'hui se focaliser sur d'autres tâches NLP de type extraction de relations, structuration documentaire sur du PDF, ou en combinaison de modèles, évidemment. Voilà, on est aussi beaucoup sur ces choses-là et puis sur l'aspect collaboratif qui est important, bien sûr. Voilà, donc là, c'est bientôt midi. Gilles, je te Oui, rends la merci, parole, mais je pense qu'on a… merci Vincent. Merci à tous pour votre participation. N'hésitez pas à revenir vers nous avec des questions complémentaires, à vous inscrire à notre newsletter. Et puis, on vous fera parvenir l'enregistrement de ce webinar. Donc, belle journée à vous et à très bientôt. Merci beaucoup
et très bonne fin de journée et à bientôt j'espère. Au revoir. Au revoir.